Bienvenue sur Au-delà de la thèse avec Papa PhD, le podcast hebdomadaire où on parle du rôle et de l'impact que les chercheurs peuvent avoir au-delà du labo. Avec moi, David Mendes. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'avoir avec moi Mathilde Maillard. Tu as fini ton doc, tu es parti dans le privé ou dans l'industrie en tout cas, et après maintenant tu es revenu en postdoc, tu es sur ton deuxième postdoc. Bien dans la thèse existe toujours donc tu contribues et tu gardes toujours dans ton cœur la communauté. Oui. Après, donc, j'ai eu une petite pause avec Bien dans ma thèse parce que j'avais aussi besoin de moi voir ce qui se passait après la thèse parce que j'ai adoré ma thèse, mais l'après-thèse a été un peu plus compliqué. Donc voilà, j'ai fait une petite pause dans Bien dans ma thèse, mais bien sûr, oui, ça a pour but de continuer. Ouais. merveilleux, et c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui, pour parler de ces tribulations, de ces péripéties. Parce que dans le fond, ce qui est intéressant et ce qui est important, toujours, c'est de ne pas romancer un peu le doctorat et la pré-thèse et d'apporter des expériences réelles du vrai monde. Et tu en as une, tu as essayé différents écosystèmes et c'est pour ça que je suis super content que tu sois ici aujourd'hui avec nous. Mathilde, est-ce que tu peux rapidement nous juste dire à ceux qui nous écoutent et qui peut-être ne connaissaient pas Bien dans la thèse avant, juste parler de ton trajet au doctorat et cette époque de la naissance de Bien dans la thèse et pour qu'après on passe à qu'est-ce qui s'est passé juste après ta défense? Alors, moi, j'ai commencé ma thèse en 2018. J'ai fait une thèse alors que je pensais pas un jour faire une thèse. Je me suis retrouvée en thèse tout simplement parce que à la fin de mon master, je me suis dit: «Ah, il faut aller sur le marché du travail, mais qu'est-ce que je veux faire en fait?» Et à l'époque, je savais pas trop. Et pour moi, la thèse, c'était vraiment le meilleur moyen de prendre le temps de réfléchir à ce que je voulais vraiment faire tout en continuant d'apprendre un domaine qui me plaisait beaucoup. Et je me suis dit que la thèse, c'était super pour ça, sauf que, vraiment à l'époque, j'avais aucune idée de dans quoi consistait la thèse, de qu'est-ce que c'était le quotidien. Parce que vraiment, à cette période-là, quand je tapais, doctorat sur YouTube, par exemple, il y avait quelques ressources, américaines ou anglaises, mais on n'avait pas trop de personnes francophones qui parlaient du doctorat, ou alors c'était par exemple, Manon Bril de C'est une autre histoire qui a fait une thèse en histoire. Mais voilà, c'est tout. Et c'est pour ça que très vite, j'ai eu envie de créer Bien dans ma thèse parce que je me suis dit: en fait, le doctorat, c'est pas l'idée qu'on a, c'est pas, que des génies qui font un doctorat. Non, le doctorat, c'est une expérience professionnelle. C'est un contrat pendant 3 ans pour travailler sur un sujet. Alors, je dis 3 ans parce que j'ai fait une thèse en sciences dures. Bien évidemment, les thèses en SHS, ça peut des fois durer plus longtemps. Voilà, c'est une expérience professionnelle qui est là pour te donner des compétences dans plein de domaines différents. Et je trouve qu'on n'en parlait pas assez à l'époque. Donc, c'est pour ça que j'ai créé très vite Bien dans ma thèse. Merveilleux. Et donc là, tu relatais ton expérience et tes réflexions par rapport au... Alors le but à l'époque, c'était surtout d'essayer d'avoir des retours d'expérience très larges, donc des retours d'expérience de plein de gens dans différentes disciplines autres que la mienne, parce que je trouve, c'est la vérité. En fait, selon la discipline dans laquelle on se trouve, selon le pays dans lequel on est, le doctorat, c'est pas du tout la même chose. Et je trouve que c'est important de ne pas généraliser l'expérience de thèse parce que d'un pays à un autre, d'un domaine à un autre, c'est totalement différent. Et donc, plus on a de retours d'expériences différents et plus les étudiants pourront relater avec des personnes qui font des retours. C'est vrai, hein, et les contrats doctoraux changent, la temporalité du doctorat lui-même change aussi, etc., etc. Entre un doctorat en Europe et un ici aux États-Unis ou au Canada, des fois, c'est qui tout double, hein, le temps que tu passes dans ton doc. Très bien, merveilleux. Et donc, 2022, défense et ton trajet, ou en tout cas l'azimut que tu as pris, a été d'aller mettre en valeur tes compétences spécifiques à ce que tu as fait à ton doctorat, mais en dehors du milieu académique. Est-ce que tu peux nous parler de
comment ta réflexion t'a mené à ça et quelle a été cette expérience? Comment ça s'est passé et qu'est-ce qui a pu te surprendre et juste un petit peu nous raconter ce passage-là par l'industrie, disons. Alors en fait, c'est comme, lorsque j'ai voulu me lancer dans une thèse, je pensais que j'étais trop nulle, parce que j'avais des préjugés et cetera et ben, moi, pendant ma thèse, je me suis toujours dit que de toute façon, ça sert à rien que je continue en académique parce que je suis trop nulle. Pas vraiment, en fait, j'avais même pas envisagé la possibilité de continuer dans l'académique parce que, encore une fois, c'est quelque chose où j'avais des idées préconçues parce que la réalité qu'il y a très peu de postes et c'est compliqué d'avoir une position permanente, c'est un fait. Mais je me disais, de toute façon, j'ai pas le niveau, voilà. Donc en fait, moi, très vite dans ma thèse, c'était acté que j'allais continuer dans le privé parce que voilà, j'avais jamais songé à continuer dans l'académique, hein, vraiment tout simplement. Mais maintenant, avec le recul, c'est vrai que mes superviseurs, plusieurs fois, ils me l'avaient dit que si je voulais continuer, ils voyaient pas le problème et cetera. Mais moi, à l'époque, je pense, j'avais un peu des œillères, je voulais pas trop écouter, quoi. Donc c'est vrai que moi, très vite, j'ai cherché, du boulot dans le privé. Alors moi, je suis quelqu'un qui aime bien, planifier. Donc je dirais 1 an avant ma défense, j'avais déjà plusieurs, propositions, plusieurs, possibilités dans le privé et donc à l'époque, voilà, il y avait une start-up qui m'avait contactée et bah, sur le papier, c'était vraiment, le job idéal. Donc moi, j'ai fait une thèse, en impression 3D. Là, c'était une start-up en impression 3D pour, des applications, dans la médecine. Donc bah, en fait, je me suis pas trop posé la question, voilà, je me suis dit: «Quelle chance, on y va, quoi» et il se trouve que malheureusement, l'entreprise a eu, des difficultés financières, et donc j'ai démissionné au bout de 5 mois et demi. Néanmoins, pendant ces 5 mois et demi, le peu de temps où je suis restée dans l'industrie, bon, avec l'expérience qu'on a eue, certes, mais je me disais que c'était pas la façon dont j'aimais travailler au quotidien. C'est-à-dire que, bah, forcément, c'est inhérent au privé, mais le fait de produire les choses le plus rapidement possible, pour générer de l'argent le plus rapidement possible et cetera. Enfin, toujours une vision par rapport à l'argent. En fait, vu que je l'avais jamais expérimenté, je pouvais pas m'en rendre compte avant, mais je pense que c'est pas quelque chose qui me correspond et le fait que, en fait, on peut pas collaborer avec qui on souhaite, on peut pas parler comme on le souhaite. Bien évidemment, c'est le privé, c'est normal. Mais je pense qu'au fond de moi, je c'est pas la façon dont j'aime travailler et même si ça a duré seulement 5 mois et demi, j'ai pu mettre le doigt quand même sur certaines choses inhérentes au privé qui, au final, ne me correspondent pas, je pense. 2 points que je retiens de ce dont tu viens parler. Un qui, je pense, est commun à d'entre nous qui sont passés par le doctorat, c'est ce sentiment d'imposture, donc je regarde autour de moi et tout le monde est bien meilleur que moi. Et les places sont limitées, donc je vais juste carrément chercher ma place quelque part d'autre. Et donc on s'auto-exclut d'un avenir, dans ce Exactement. cas-ci académique. On se le fait soi-même parce que, comme tu dis un peu, on a des œillères, ça vient peut-être d'avant, peut-être qu'on n'a pas un mentor ou des mentors qui nous ouvrent les yeux envers nos capacités c'est ça, nos habiletés et notre potentiel. Et on est dans un environnement très compétitif qui, facilement, s'il n'y a pas quelqu'un qui nous oriente ou si on n'est pas, si on a un peu plus une personnalité dont le côté autocritique est quand même assez puissant, ben c'est ça, on finit par s'exclure soi-même de ce âge-là. J'ai l'impression que c'est ça qui s'est passé avec toi. Mais la chose que je trouve vraiment cool que tu as fait par rapport à ça, c'est que ça ne t'a pas mené à baisser les bras, ça t'a mené à agir. Tu as dit 1 an avant la fin de mon doc, j'étais déjà en train de rentrer en contact avec et d'essayer de comprendre qui pourraient être des employeurs potentiels. Déjà, bravo pour ça. Je trouve que ça, c'est quelque chose, c'est un exemple à suivre pour ceux qui nous regardent, pour ceux qui nous écoutent. Il faut commencer
tôt. Je dis toujours idéalement dès le premier jour du doctorat, mais c'est très difficile quand tu arrives. T'as l'espèce de... En anglais, ils disent honeymoon period, donc la lune de miel, où c'est juste ça que tu vois, c'est correct. Mais un an, c'est quand même en masse, comme on dit ici, de temps pour faire du beau travail de préparation. Maintenant, ma question pour toi par rapport à ça. Tu es au doctorat, tu es dans ta dernière année, tu as les œillères de toute façon, je suis pas assez bonne pour suivre le trajet académique. C'est quoi alors, une fois que tu te dis ça a été quoi la démarche, peut-être en termes de réflexion, donc interne, mais après ta démarche externe de comment je vais approcher des gens, des potentiels employeurs, en dehors de ce milieu qui est quand même très prenant de je suis au laboratoire tous les jours, j'ai des rapports à faire, j'ai des expériences à faire. Donc, comment tu as organisé tout ça? C'était quoi ton processus? Alors, déjà, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, je dirais que pourquoi je m'y suis prise aussi autant en avance, c'est parce que la vie personnelle fait que on peut être dans des situations familiales, amoureuses qui font que bah on va plutôt regarder à tel endroit ou on va plutôt déjà se dire bah j'irai pas à l'étranger, etc. Et ça, je trouve c'est quand même un point important à mentionner parce que euh, notre vie personnelle peut influencer sur la pré-thèse et la pré-thèse peut influencer sur la vie personnelle. Et ça, c'est un sujet dont on parle pas beaucoup. Et des fois, on fait des choix aussi en fonction de notre vie personnelle, alors qu'on n'aurait pas forcément fait ces choix-là si on avait été dans une autre situation, etc. Et ça, je trouve que voilà, c'est un sujet très compliqué parce que moi, personnellement, ça a été assez compliqué à ce niveau-là. Et donc, bah, à ce moment-là, pour te répondre à ta question, mes choix ont été vraiment faits en fonction de la situation personnelle que j'avais à cette période-là. Donc, je cherchais principalement en France et principalement en région parisienne. Et comment j'ai démarché les gens? Eh ben, là, forcément, j'ai la chance d'avoir bien dans ma thèse et d'avoir une présence sur les réseaux depuis déjà quand même assez longtemps. Moi, je suis quelqu'un qui est sur les réseaux depuis très, très longtemps, LinkedIn, Twitter. Et donc, pour moi, connaître le paysage de mon domaine au niveau industriel, c'est pas quelque chose qui m'était inconnu. C'est-à-dire que je suis beaucoup de gens. Je sais exactement qui fait quoi, dans quelle boîte, dans quelle petite entreprise. Donc pour moi, ça n'a pas été très compliqué de ce côté-là d'envoyer des candidatures spontanées, etc. Et en plus, pour être tout à fait honnête, là, la start-up, en l'occurrence, c'est eux qui m'ont contacté. Donc c'est même pas moi qui avais postulé, mais c'est parce que je pense qu'ils m'avaient trouvé via mon activité sur LinkedIn, quoi. Mais cela étant dit, c'est quand ils t'ont contacté, tu avais déjà quelques mois, peut-être déjà un an de travail de, disons, prospection. Donc, tu étais prête pour cette opportunité, pour cette occasion Oui. qui s'est présentée aussi. Tu Oui. n'as pas été totalement prise par surprise. Et aussi, c'était, si tu viens de le dire, ça résultait aussi de l'effort que tu faisais, par exemple, sur LinkedIn. Et tout ça, c'est important. Aujourd'hui, les réseaux sociaux ont une importance majeure et notre présence bien structurée et en tout cas constante sur un réseau comme LinkedIn crée des traces que des gens, comme à l'époque eux l'ont fait, te trouvent et t'approchent. Et puis c'est aussi, moi je l'utilise beaucoup comme veille scientifique, mais aussi comme veille comment dire? Veille de job parce que, je suis, régulièrement, les boîtes, les gens qui rentrent dans les boîtes, je regarde, qui est-ce qui viennent d'embaucher et cetera. Et en fait, vu que je souhaite rester dans un domaine, bien précis, bah, je trouve que c'est important aussi de savoir, où vont les gens, qui fait quoi, enfin voilà, j'aime bien, me tenir informée en tout cas du domaine dans lequel, j'évolue, quoi. Disons que ta personnalité t'amène à faire les bonnes choses parce que je conseille tout le temps, que je recommande tout le temps, c'est de voir qu'est-ce que les gens font, de peut-être parler à ces gens-là. Toi, naturellement, c'est quelque chose que tu faisais et donc ça t'a servi. Mais c'est quand même, même pour ceux pour qui ça ne vient pas naturellement, c'est un exemple à suivre et chacun de nous a sa part d'introverti, sa part d'extraverti, à son
sa facilité ou sa moins facilité à approcher les gens, donc son rythme différent. On n'a pas tous besoin de le faire au rythme et de la façon que tu l'as fait, mais je trouve que ces éléments qu'on vient de mentionner, donc commencer tôt et se créer une espèce de cartographie de l'écosystème, de l'espace où on veut aller, c'est très, très important. Et en plus, avec développer ou créer ou bâtir une présence en ligne sur des réseaux où ces potentiels employeurs sont, c'est aussi, aujourd'hui, c'est clé et c'est pas si difficile à faire. Et déjà, l'accès à un réseau comme LinkedIn est facile et simple pour tout le monde et nous donne cette chance de parler directement avec ces gens-là. Ouais, après je nuancerais juste le fait que commencer tôt, c'est important, mais le fait est que des fois, savoir vraiment ce qu'on veut, c'est pas si facile et parfois on ne sait pas ce qu'on veut parce qu'on ne connaît pas. Moi, le privé, je ne savais pas encore que ça allait pas me plaire parce que j'avais jamais testé le privé et du coup, je trouve aussi que des fois, l'après-thèse est d'autant plus compliqué parce que au quotidien, on se retrouve dans des jobs où on pensait pas que ce serait comme ça au quotidien. On penserait pas que ça ressemblerait à telle tâche ou telle tâche ou telle tâche. Et du coup, comme pour quand il faut choisir une thèse, aller se renseigner au niveau des doctorants pour savoir comment sont les mentors, etc. Bah, je trouve que pour l'après-thèse, c'est aussi valable. Et par exemple, si on a une entreprise qui nous intéresse, bah, ne pas hésiter à parler à des jeunes docteurs qui sont dans cette entreprise pour leur demander hey, coucou, c'est quoi ton quotidien? Parce que des fois, en fait, on se rend pas compte sur le papier, OK, le job a l'air super, mais quotidiennement, en fait, ce à quoi ça correspond, bah, ça peut ne pas vous aller, en fait. Et ça, je trouve que c'est quelque chose dont on ne parle pas assez, du fait que, des fois, bah, du fait que l'académique s'est bouché, beaucoup de gens vont dans le privé parce que voilà. Mais il y a plein de gens qui se retrouvent dans le privé et qui sont pas 100% épanouis dans leur boulot parce que le quotidien, ils pensaient pas que ce serait ça, quoi. Et je pense que c'est important. C'est très, très important. Ça, c'est aussi quelque chose que je trouve qu'il est important de partager avec la communauté, que je dis quand même assez souvent. Ce travail d'exploration et de cartographie, comme je l'ai dit il y a quelques secondes, dans ce travail, je trouve qu'un des outcomes, c'est un des résultats presque même plus importants que de trouver la bonne chose. Trouver la bonne chose, c'est difficile, c'est de pouvoir éliminer les mauvaises choses, les choses qui ne marchent pas avec nous. Exactement. Et moi, je dirais que c'est quasiment le résultat le plus important. Après, c'est sûr que aussi de trouver les bonnes personnes avec qui on crée une relation et qui éventuellement peuvent penser à nous pour un job ou penser à nous pour quelque chose qu'ils ont vu. Ça, c'est aussi très, très important. Mais après sortir de ces grands exercices de vision en tunnel, disons, qui est le doctorat, tu te concentres avec comme du laser sur quelque chose de très pointu. Mais là, on est dans l'ignorance de qu'est-ce qui arrive après. Et une grande partie de l'ignorance, c'est qu'on ne connaît pas nos balises encore par rapport à qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas, qu'est-ce que j'apprécie, qu'est-ce que j'apprécie pas. Après, bon, là maintenant, c'est sûr qu'aujourd'hui, tu es en postdoc, deuxième postdoc, mais on va passer à cette transition parce que je suis très curieux de savoir, après ces 5 mois dans la startup, comment ça s'est passé. Mais il y a autre chose que tu as dit, et c'est exactement dans ces 5 mois que ça s'est passé, et qui est relié à ce qu'on vient de mentionner, qui est précisément, on peut aussi apprendre et apprendre à connaître ces balises-là, nos frontières au-delà desquelles on ne veut pas aller, en mettant les pieds dans une boîte, donc en dehors de l'académique. On peut le faire en stage pendant notre doctorat, et ça, je trouve que c'est quasiment même une situation encore plus désirable parce que tu es dans ton contexte de doctorat et là, on t'offre cette possibilité de le tester. Toi, bon, tu l'as fait, tu es à froid après ton doctorat, mais ce résultat-là de ouf, ok, il y a des aspects quand même importants de cette culture-là qui ne marchent pas pour moi, c'est quand même un résultat important. Et ça, disons que dans tout le temps qui s'est passé, bon, mais c'est 5 mois et le plus les années vont avancer, la proportion de temps sur le reste de ta vie est quand même mineure versus ce que tu as gagné à faire cette expérience. Oui, et puis
En fait, encore une fois, l'expérience que j'ai eue, peut-être elle aurait été différente, dans une autre boîte, si ça avait été dans un gros groupe, plutôt qu'une start-up. Mais effectivement, je pense que comme tu dis, les petites choses que j'ai identifiées qui sont inhérentes au privé, peu importe que je sois dans une grosse boîte ou une petite boîte et peu importe la finalité, de ce qui s'est passé, je pense que j'aurais ressenti ça et effectivement, l'un dans l'autre, là, avec du recul, je me dis que le fait que la start-up, elle est fermée, c'était un peu aussi une chance pour moi de plus rapidement, retourner vers l'académique et oui, voilà, maintenant, avec du recul, j'arrive à dire: «Bon, ça a duré 5 mois, heureusement, comme ça m'a permis de rebondir, assez rapidement». Parce que, en tout cas, à ma mémoire, c'était pas facile. J'ai comme compris que c'était dur pour toi. Donc, Ah oui, c'était très dur. c'est ça. Et dans les moments de difficulté comme ça, typiquement, quand on est capable en tout cas, de les sublimer, puis de passer outre et de passer à un autre chapitre, on finit par pouvoir regarder en arrière et se dire qu'on a appris quand même des choses et qu'on a grandi. Et je me demande si tu es capable aussi, maintenant, avec ce recul, de regarder cette période-là et d'essayer de réfléchir à la PhD que tu étais avant ce passage dans le privé et l'académique que tu es aujourd'hui. Il y a quand même ce passage par le privé. Et est-ce qu'il y a comme une pollinisation? Est-ce qu'il y a quelque chose quand même que tu as apporté? On le sait que tu as compris qu'il y avait des choses que tu n'aimais pas, mais est-ce que tu as l'impression que ça t'a imprégné quand même de certaines choses que tu apportes aujourd'hui dans ton trajet académique, ce passage dans le privé? C'est difficile à dire parce que, bon, déjà, ça a été très court. Ça a été éprouvant. Parce que bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais forcément, voilà, financièrement, la société allait mal, donc le quotidien dans la boîte était compliqué et surtout, je co-encadrais un doctorant et donc pour moi, vu que j'étais bien dans ma thèse, co-encadrer un doctorant dans une situation comme ça, enfin, pour moi, c'était très dur et en fait, justement, cette période-là, je la vois surtout comme, bah, ce doctorant-là, il s'est retrouvé dans une situation comme ça, de souffrance et voilà et pour moi, ça a été un peu comme un échec. Donc je me suis surtout focalisée sur lui et sur comment le sortir de cette situation et c'est quand j'ai su qu'il était sorti de cette situation et qu'il pouvait commencer une thèse ailleurs, que j'ai démissionné. Donc c'est vrai que personnellement, ça m'a si je dirais que ça m'a confortée dans l'idée que voilà les doctorants, je veux toujours les protéger et me battre pour eux et ça m'a quand même donné des contacts. Ça m'a donné pas mal de contacts parce qu'on est très soudés avec, les gens avec qui on était et puis à l'époque, j'avais quand même rencontré, d'autres professionnels et cetera. Donc quand même, ça m'a laissé des contacts qui sont aujourd'hui dans mon paysage, professionnel. Donc si. Mais tu vois, moi, je pense que c'est pas du tout négligible. En tout cas, et je pense que c'est quelque chose que tu vas, comme tu le dis, là, porter avec toi maintenant à tout jamais. C'est des gens qui font maintenant partie de ton monde et qui, éventuellement, peuvent mener à des collaborations, en tout cas, plein de potentiel là, que par rapport à Mathilde d'avant, qui avait juste un network académique, ça t'a enrichi quand même de cette façon. Ça t'a aussi fait passer par des difficultés. C'est drôle parce que je trouve ça intéressant que ça t'ait mené à cette mission de quasiment sauvetage d'un jeune PhD. Tu sais, dans tout ça, Mathilde, tu sais, la mission de Mathilde a pu comme gagner une autre vie dans ce contexte en aidant ce jeune PhD. C'est quand même cool, je trouve. Et j'imagine que, comme tu dis que tu t'as démissionné juste après, ça t'a donné un sens à tes jours jusqu'à ce que lui puisse pas transiter vers d'autres choses. Bah, ça m'a donné un sens et ça m'a donné aussi beaucoup d'énervement. Ah oui, oui, pour lui, hein, j'imagine. Ouais. Ouais, ouais, ça a été pour moi en fait, c'était la double peine parce que donc encore une fois, moi j'ai adoré ma thèse, j'ai adoré l'expérience du doctorat. Donc la double peine parce que j'arrive, après la thèse où, justement tu te dis, «Bon bah, tu as passé le plus dur» et en fait pour moi le plus dur a été après.
Et la double peine parce que, en étant bien dans ma thèse, voilà, voir, quelqu'un, commencer sa thèse dans ces conditions-là, voilà. Maintenant, la question que j'ai très, très envie de te poser, depuis qu'on a décidé de faire ça aujourd'hui est la suivante. Fin de ton doctorat, les œillères, tu l'as dit, je me vois pas, je suis pas faite pour l'académique, je vais dans le privé. Donc, quelque part dans cette année-là, tu fais un travail intérieur de, oui, j'ai étudié toutes ces années, mais je vais peut-être, comment dire, diminuer l'importance de mon identité de chercheuse scientifique et je vais me créer une nouvelle identité de, je travaille dans l'industrie, dans le privé et je mets à profit mes compétences dans ce contexte-là. Changement, disons, de personnalité professionnelle quand même profonde et qui donne du fil à retordre à beaucoup d'entre nous. Ce changement de... Parce que souvent, il y a des gens qui sont forcés à le faire, c'est pas un choix proprement dit, ou bien ils sont surpris à la fin de leur doc et comprennent que c'est ça qu'ils doivent faire et c'est une espèce de petite crise existentielle. Maintenant, tu es dans la boîte, clairement, il y a les problèmes qui se développent, tu as ton doctorant pour lequel tu souffres un peu, et là, tu démissionnes et il faut que tu rechanges de personnalité professionnelle. Comment tu as navigué ça? Est-ce que ça a été direct? Je sors de ce contexte et je reviens dans l'académique? Ou est-ce que tu as dû digérer un peu la chose et prendre du recul et repenser où est-ce que tu t'en allais? Comment ça s'est passé, cette transition-là? Parce que c'est pas facile de se réorienter. Cela étant dit, c'est vrai que tu dis que 5 mois, c'est pas si long. Donc, t'as pas complètement perdu les repères, t'as pas complètement perdu tes contacts, mais quand même, j'imagine que c'est beaucoup de travail intérieur de ta part envers toi-même, mais peut-être aussi envers ton entourage. Est-ce que tu peux en parler un petit peu? Alors, donc faut savoir qu'en plus de bien dans ma thèse, pendant mon doctorat, j'ai été, et je suis encore très, impliquée dans ce qu'on appelle les sociétés savantes de mon domaine. Donc c'est-à-dire que je suis membre du bureau des jeunes chercheurs de mon domaine et ça, typiquement, c'est quelque chose que je n'avais pas quitté quand j'ai commencé l'entreprise parce que vu que j'ai eu un poste de, responsable recherche et développement, pour moi, je disais que je voulais garder cette casquette de, présence au sein de la communauté scientifique. Donc c'est quelque chose que j'avais négocié, à l'embauche, comme d'ailleurs j'avais négocié, pour garder, bien dans ma thèse. J'avais négocié de garder l'auto-entreprise. Donc, en fait, j'avais jamais quitté cet écosystème et au contraire, moi, comment je me voyais à l'époque dans le privé, je voulais emmener, la recherche et le développement dans l'entreprise vers quelque chose de recherche fondamentale. Donc je voulais, les faire participer à des congrès et cetera. Et donc il se trouve qu'il y a eu un congrès en septembre. Moi, j'étais arrivée au mois de mai, dans la société et ce congrès, c'est le congrès, annuel, dans mon domaine, le congrès européen. Et moi, dès le début, j'avais dit: je veux quand même aller dans ce congrès, parce que, pour que de l'innovation se fasse, il faut qu'il y ait de la recherche». Donc voilà, c'était ça mon discours, quoi. Et donc en fait, tout simplement, ce qui s'est passé, c'est qu'à ce congrès, j'ai pu, revoir des gens de mon domaine. Ils savaient que ça se passait pas bien pour moi et en fait, on m'a tout de suite proposé un post-doctorat et en fait, j'ai fait coïncider ma date de démission et 2 jours après, je commençais mon Oh, post-doctorat. wow, c'était vraiment direct. Donc j'ai pas eu de mais moi je sais pas faire les pauses, hein, parce que pareil, j'ai commencé la start-up, 2 jours après ma défense. Tu m'as demandé comment ça s'est passé dans mon entourage. Ça justement, c'est quelque chose, plutôt de négatif, que j'ai vécu. C'est-à-dire que mon entourage proche, la personne avec qui, je partageais ma vie à ce moment-là, pour lui, il a pas trop compris ce revirement de situation et pour lui, repartir dans l'académique, ça voulait dire, refaire des sacrifices plus tard. Ça voulait dire ne pas avoir une vie stable tout de suite et ça, c'est quelque chose que, en tout cas, ça a été compliqué dans ma vie personnelle à ce moment-là et ça, je trouve que c'est un sujet dont on parle pas beaucoup parce qu'en fait, j'ai l'impression aujourd'hui que dans l'après-thèse, c'est soit on choisit la vie personnelle ou soit on choisit le travail
Mais avoir les 2, bah, c'est très compliqué et même je le vois autour de moi, c'est soit des gens qui, vont dans un boulot parce que c'est un CDI, donc pour avoir une stabilité, mais ils sont pas heureux au boulot, ou soit des gens qui, du coup, bah, font un peu des sacrifices pour, soit continuer dans l'académique ou aller dans un boulot très loin et cetera, mais ça empathie sur leur vie personnelle et je trouve qu'en fait, la thèse pour ça est très compliquée. Oui, d'ailleurs, ça, on parle souvent de. Encore une fois, ça, tu sais, de pays en pays, de continent, dans les différents continents, ça change, mais la préthèse, les post-docs, souvent, le mot qui vient après, c'est une espèce de précarité prolongée. Et en tout cas, et c'est vrai que. Mais moi, tantôt, tu le disais, euh, quand j'ai fini, moi, mon doctorat, c'est une des raisons principales. Moi aussi, j'avais un peu les mêmes œillères que toi. Je suis pas fait pour ça. Je suis pas aussi bon que ceux qui sont autour de moi. Donc, un peu ces sentiments d'imposture. Mais il y avait aussi que j'avais mon projet de famille que je voulais démarrer. Et donc, comme toi, je me suis dit, je trouve quelque chose à Montréal, en dehors de l'académique. Mais c'est sûr que, ayant connu d'autres gens, moi, j'ai fait mon licence maîtrise au Portugal et je voyais les postdocs qui étaient là et qui espéraient un jour avoir tu sais, des postes de prof et qui aujourd'hui, pour le faire, ont dû changer d'université, même de domaine, etc. Mais ont passé, tu sais, on fait des contrats de postdoc après contrat de postdoc à des montants, des salaires vraiment qui ne sont pas compétitifs par rapport au privé. Je ne sais pas comment ça se passe en France, mais Oui, c'est pareil. c'est pareil, c'est ça. Donc, il y a en effet cette espèce de quasiment un choix de dire de vie, hein. C'est comme un choix de dans le temps là, si on recule des décennies, c'est ben là je vais être moine. Je fais le choix Ouais. d'aller dans le monastique. En fait, c'est soit, on se dit, bah, on choisit de OK, bah, on va pas avoir un salaire haut, donc on pourra pas construire, la vie de famille qu'on veut à l'instant T ou se poser ou j'en sais rien, acheter un appartement et tout et on sait qu'on refuse à ça et c'est horrible parce que non seulement ça t'impacte toi et en plus, si tu partages ta vie avec quelqu'un, bah, ça va impacter la vie de l'autre personne et donc franchement, c'est pas évident, ce moment-là. Et est-ce qu'il y a du changement qui s'en vient par rapport à ça? Parce que je sais qu'en Europe, je sais qu'au Portugal, il y a des changements là-dedans, mais une des choses qui est difficile à changer, à ce que je comprends, cette question du salaire, du montant, et de ramener le statut de post-doctorant, qui, quand tu le dis comme ça, on dirait que c'est un poste c'est un poste quand même style en apprentissage, mais ça ne l'est pas du tout. T'es Non, un non. jeune chercheur, t'es une jeune chercheur. Ah oui, oui. Est-ce qu'il y a de l'évolution à l'horizon pour ça ou pas? Bah, alors là, je donne vraiment mon point de vue, hein, c'est vraiment mon point de vue. OK. En fait, moi, je trouve que forcément, si tu compares avec un salaire du privé, bien évidemment que la différence est énorme. Cependant, je trouve que les salaires qu'on a en étant postdoc, même les salaires les plus bas, c'est des salaires décents. Quand je dis décents, c'est-à-dire qu'on est quand même au-dessus du salaire, de salaire minimum. En plus, bon, quand on est dans des villes autres que Paris, bien sûr, bah, moi, je trouve que c'est quand même un salaire, enfin, je veux dire, tout à fait acceptable. Mais c'est sûr que si, moi, je comprends tout à fait les gens qui ont fait 10 ans d'études et qui se disent: «Bah, j'ai fait 10 ans d'études, donc je veux gagner le plus possible». Enfin, je comprends tout à fait. Me concernant, bah, en fait, je préfère gagner moins, mais tous les matins avoir la banane, me dire que j'aime ce que je fais, avoir les libertés que j'ai, pouvoir travailler avec qui je veux, enfin, voilà. En fait, c'est ça, c'est que je préfère, descendre mon niveau de vie, qui reste, selon moi, quand même, tout à fait acceptable. C'est juste qu'effectivement, demain, si je veux acheter une maison, bah, c'est sûr que je pourrais pas, mais parce que, enfin, c'est pas mon but actuellement, quoi. Donc après, je sais que de plus en plus, il y a une revalorisation salariale qui est faite, mais dans le public, en général, tu sais, pas seulement les postdocs, parce que typiquement, là, les doctorants, ils sont payés vraiment plus que moi à mon époque, il y a 4 ans. Donc on tend vers le mieux.
Mais forcément, si tu compares avec le privé, la différence est énorme. Enfin, voilà, ça, c'est sûr. Très bien. Mais je suis content que tu mentionnes ça parce que c'est quand même assez tabou. C'est pas des conversations qui y a souvent. C'est pour ça que t'as tendu la perche et je l'ai attrapé. Parce qu'en effet, c'est un choix qu'on peut faire et dans tout ça, il y a notre santé mentale qui compte. Il y a, comme tu dis, tu sais, la banane, tu sais, le plaisir qu'on a à faire le travail qu'on fait. Moi, je me souviens, c'était ce que j'ai toujours apprécié d'être au laboratoire, c'est cet exercice de découverte, cet exercice tu sais, de la recherche, de creuser nos méninges pour trouver une réponse à une question vraiment difficile et d'éventuellement la trouver. C'est sûr que ce n'est pas ça ne va jamais à la vitesse que ça irait au privé. Au privé, comme tu le disais, tout va très vite. Si quelque chose ne marche pas en 2 semaines, on lâche, on passe à d'autres choses. C'est deux façons de vivre et c'est deux façons d'avoir sa dopamine complètement différentes. Exactement, exactement, c'est pas la même chose et puis moi, ce que j'apprécie aussi, dans le public, en général et de plus en plus, c'est que, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose, qu'on met de plus en plus, en avant et là, typiquement, c'est pas parce que je suis postdoc que je peux pas avoir des activités entrepreneuriales à côté et là, typiquement, par exemple, là, j'ai soumis un projet entrepreneurial pour, une création d'une start-up et je suis dans les finalistes et ça, je me dis: «Bah, typiquement, si j'étais dans le privé, j'aurais pas le droit de faire ça» et ça, c'est quelque chose, effectivement, je pense que ça fait partie de la personne que je suis. C'est que je pense que j'ai besoin d'un cadre où je veux avoir l'espace pour faire mes activités. Je veux avoir l'espace pour, proposer des choses et pas avoir de limites ou de barrières et je pense qu'en ça, l'académique, me correspond plus. Merveilleux. Mais je suis super, super content d'entendre ça. Comparé tu sais, aux nouvelles que j'avais de toi il y a quelques temps quand tu étais, au privé, là, ça allait pas, c'était pas Jojo. Mais je suis super, super content d'entendre ça. Maintenant, ce que je me dis que nos auditeurs, nos auditrices, ils aimeraient peut-être entendre, c'est comment est-ce que je bâtis ça? Parce que c'est pas juste une question de trouver. Bon, tu disais, j'ai croisé des gens dans une conférence, donc tu sais, ils me connaissaient comme scientifique, ils connaissaient mon parcours et ils m'ont proposé quelque chose, tu sais, un postdoc. Mais après, moi, j'en connais des gens qui sont en postdoc, peut-être deuxième, troisième, et qui se sentent pas libres, qui se sentent pas valorisés, qui se sentent sans issue, disons. Et j'ai l'impression, en t'entendant parler et en te connaissant et en voyant ton trajet, que de la même façon que, bon, t'es passé dans le privé, t'as vu que t'aimais pas ça, je suis sûr que t'as aussi fait du travail pour trouver la bonne place pour toi en postdoc. Et disons, quelqu'un nous écoute, n'est pas dans cette situation, disons, d'épanouissement où je vois que tu es. Qu'est-ce que je fais, moi, comme personne qui suis peut-être à mon deuxième postdoc, à la même place où j'étais au premier, ou en tout cas, peut-être j'ai bougé, mais c'est ça, qu'est-ce qui fait que ton postdoc te va si bien, disons? C'est quoi? Est-ce que c'est c'est le labo? Est-ce que c'est quoi les variables les plus importantes, disons, pour toi, ou qui ont été les plus importantes pour que tu sois où tu es aujourd'hui et que tu sois aussi bien dans ton post-thèse? Alors déjà, il faut savoir que j'ai pas toujours été aussi bien. Mon premier postdoc a été assez compliqué, parce que même si on est venu me chercher, ça a pas été facile, l'endroit où je suis tombée parce que, voilà, c'était quelqu'un de assez exigeant et donc ça a pas été facile. Néanmoins, cette première expérience m'a confirmé le fait que je me sentais vraiment bien dans l'académique et que je voulais essayer d'y rester. Là, le deuxième, c'est différent, effectivement, ça se passe, très, très, très bien. Encore une fois, enfin, on me l'a proposé, c'est pas moi qui ai candidaté encore pour celui-ci et en fait, comme pour choisir la thèse, vraiment là, pour moi, ça a été l'élément principal, c'est que si les personnes, donc là, c'est des encadrants, des mentors, enfin pour moi, ça reste quand même un mentor, même si je suis plus en apprentissage. Si
ça passe pas avec ces gens-là, peu importe le sujet sur lequel vous travaillez. En fait, l'environnement avec vos mentors, avec le labo, c'est le plus important. Par contre, là, la chose encore plus importante pour moi à l'heure actuelle, c'est que, étant donné que j'essaye de me diriger vers une carrière académique, donc ça veut dire que je vais essayer de passer les concours. Et là, ce qui a été très important pour moi, c'est de choisir quelqu'un qui, je sais, veut me présenter au concours et surtout sait ce qu'il faut sur mon dossier pour que le concours se passe le mieux possible. Et donc là, je dirais, c'est surtout un choix stratégique, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, je sais, me fait confiance et veut me tirer vers le haut et veut en tout cas que je coche les cases qu'il faut cocher pour le concours. Et ça, c'est quelque chose de primordial si on veut continuer dans l'académique. Et là, pour être transparente, actuellement, je suis en train de faire des demandes de bourse pour partir à l'étranger, pour faire une mobilité d'1 an. Et donc là, j'ai déjà eu des entretiens avec quelques laboratoires. Et ben, personnellement, je vais pas choisir Harvard parce que c'est avec Harvard. Non, là, j'ai contacté des gens que je connais, qui je sais qui sont humains et bienveillants, certes, qui ont une activité de recherche qui, bien sûr, est dans mon domaine. Mais là, je vais pas chercher à les mettre en difficulté juste pour avoir Harvard ou je sais pas quoi sur mon CV. Là, pour moi, le principal, c'est vraiment d'aller avec des gens qui, je sais, me correspondent et me font confiance et me tirent vers le haut et m'aideront en tout cas à essayer de me présenter au concours et essayer d'avoir une place permanente plus tard. Mathilde, j'espère que ça va super bien se passer. Euh, On et verra. c'est à suivre. Peut-être épisode 3, interview numéro 3 après. Mais tu as utilisé un mot qu'on entend beaucoup, que des fois rebute les gens aujourd'hui, parce qu'il est quand même je sais pas, il est sur présent sur les réseaux, la bienveillance. Et on a dit au début que le milieu académique, c'est quand même un milieu qui est compétitif pour les raisons qu'on connaît. Tu sais, les places de professeurs permanents sont limitées. Il faut que des personnes passent à la retraite, elles passent de plus en plus tard à la retraite. Le nombre de chaires de places n'augmente pas et des fois, dans certains espaces, diminue. Mais après, le milieu académique n'est pas juste ces postes-là. Il y a d'autres postes, il y a d'autres façons de rester dedans et d'évoluer Tout à dedans. fait. Mais je ne sais pas si c'était confortable avec ça, mais j'ai envie de te demander, pour les gens qui sont, parce que je croise beaucoup de gens qui sont quand même assez introvertis, et c'est un obstacle à se créer un réseau, c'est un obstacle à se faire connaître, c'est un obstacle à faire des choses qui, comme tu l'as dit, t'apportent un peu, tu sais, si tu les fais, elles vont plus tard t'apporter des résultats, comme connaître des personnes, parler avec des gens, même si c'est pour comprendre que ce qu'ils font ne t'intéresse pas. Et cette histoire de trouver en anglais ils disent des champions, mais des gens qui vont vouloir te tirer vers le haut, des gens bienveillants envers toi. J'ai entendu et j'entends trop d'histoires de je ne suis pas apprécié, l'ambiance à mon département, c'est à trancher au couteau. Tout le monde essaye de marcher sur la tête des autres pour avancer en premier. C'est quoi ta formule ou c'est quoi tes critères pour trouver et développer et nourrir ces relations, dans le fond, ces connaissances bienveillantes dans ce milieu-là qui peut être quand même souvent très difficile, c'est ça, très amer et compétitif d'une façon très négative. Je te pose cette question, on n'a jamais parlé de ce type de choses, mais c'est Oui, oui, mais en pensant aux gens qui me viennent, qui ont des difficultés très fortes dans ce champ-là, j'ai très envie d'entendre ce que tu as à en dire. alors je pense que déjà d'une part, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu des exemples pendant ma thèse sur la bienveillance. Voilà, mes mentors pendant ma thèse étaient vraiment, extrêmement bienveillants, en plus d'être extrêmement, intelligents et pour moi, c'est quelque chose qui est gravé en moi et que, j'espère si un jour je continue dans la recherche, j'espère réussir moi aussi à être vue comme, moi je les voyais.
Après, je pense aussi que j'ai de la chance que le petit réseau de jeunes chercheurs qu'on est dans mon domaine, on est beaucoup soudés les uns avec les autres et je trouve qu'on se tire beaucoup tous les uns vers les autres, enfin vers le haut. Typiquement là, bah, forcément là, on est tous à 2, 3 années de postdoc et ben, moi par exemple, quand je vois des offres, à droite à gauche, quand je vois quelque chose, un concours et cetera, bah, ma première pensée c'est: «À qui est-ce que je vais en parler?» et il faut que j'en parle aux autres et je pense enfin, en tout cas, je ressens que, notre génération là, notre petit groupe, on est beaucoup à être comme ça. Hem Parce que aussi, on sait que c'est dur et que, on se rend compte que les mentors qu'on a eus, ils étaient dans un moment de la recherche où c'était plus facile d'avoir un poste. Ils ont pas eu les mêmes obstacles que nous et là, je pense qu'on est tous un peu en mode, «Bon, bah, pour nous, ça va être dur, on le sait et au contraire, soutenons-nous» et donc j'avoue que dans mon cas, j'ai pas trop de mal à être entourée de gens bienveillants parce que, il y en a quand même beaucoup autour de moi, des gens bienveillants et les gens qui sont pas bienveillants et ben, en fait, je vais pas les confronter parce que, avant la Mathilde de la thèse, je les confrontais, mais là, je les confronte pas parce que de toute façon, ça sert à rien et de toute façon, des gens qui voudront toujours vous rabaisser, vous dire que vous êtes nuls et cetera, en fait, il y en aura toujours et mais des gens qui croient en vous et qui vous tirent vers le haut, il y en a aussi et c'est sur ça qu'il faut se concentrer et voilà, moi, je me dirais je veux surtout dire que il faut pas chercher à se mettre en difficulté, c'est-à-dire il faut pas, chercher absolument à vouloir aller dans le meilleur laboratoire avec le meilleur PI et cetera. C'est déjà tellement compliqué, faut pas se prendre la tête avec ça et vaut mieux chercher des gens avec qui ça match et cetera et plutôt que de se mettre en difficulté, Oui, quoi. et de regarder juste la liste de publications et les cotes Ouais, ça HTTP. c'est après, je comprends parce que comme tu dis, vu que c'est compétitif, on se dit: «Bon, bah, si on va dans un labo comme ça, c'est sûr qu'on aura un poste». Mais en fait, si c'est pour aller dans un labo comme ça et puis au final être Et se malheureux, faire être broyer. déprimé, Ouais. se faire broyer, en fait, c'est pas comme ça que vous allez être préparé pour le concours et donc oui, après c'est sûr que comme tu le dis, quand tu te retrouves dans une situation, dans un laboratoire où ça va pas, c'est difficile de se dire qu'ailleurs ça peut aller mieux. Mais si, il y a vraiment des labos où ça va bien, il y a des labos où il y a des PI, très gentils et très bienveillants et je dirais aussi pour s'en rendre compte, bah, faut pas hésiter à parler avec les autres, lors des congrès et cetera pour se rendre compte, des choses, quoi. Euh, et, euh, et pour ça, ben, ça prend parler avec d'autres personnes qui sont dans ces labos, qui ont été dans ces labos, et pour vraiment avoir la bonne heure par rapport à tout ça. Ibrahima demande pourquoi Mathilde, vous avez décidé de ne pas rester dans le privé tout en préparant une autre thèse. Et là, ce que Mathilde nous a raconté, c'est que elle, elle est sortie du privé parce que bon, mais ça n'allait pas. Là, elle, elle a commencé, elle a fait son premier postdoc, fait son deuxième, et que maintenant, elle est en concours pour un concept de start-up. Donc, je pense que Mathilde, oui, elle va boucler la boucle, mais dans l'autre sens, de l'académique vers l'entrepreneuriat, Ibrahima. Je pense que c'est ça. Est-ce que tu confirmes mon interprétation, Mathilde, par rapport à ça? Oui et après, moi du coup dans un monde idéal et ce qui se fait de plus en plus, en tout cas en France, je sais pas dans les autres pays, mais en fait c'est pas parce qu'on est chercheur, dans l'académique qu'on peut pas avoir une activité entrepreneuriale à côté et donc de plus en plus, il y a des chercheurs, qui ont, ouvert leur start-up et cetera et moi si je peux, je voudrais, si possible, avoir une carrière dans l'académique tout en ayant, des activités entrepreneuriales à côté. C'est comme ça que j'imagine, mon monde idéal professionnel. Mathilde, le temps a volé. On est presque rendu à 1 heure de conversation, mais je suis tellement content parce que pour diverses raisons, il y a beaucoup de négativité envers l'académique Merci, dans merci et surtout en ce moment sur ouais, LinkedIn, hein. sur Moi ça LinkedIn, me ouais. sur bon Twitter. Depuis que Twitter est devenu X, les choses sont un peu étranges dans cette plateforme-là. Mais je trouve ça rafraîchissant. J'essaye de
C'est sûr que en tant que papa PhD, un peu comme toi, ma mission, c'est être le champion, comme je disais, là, le supporter des doctorants, doctorantes, et des jeunes PhD, et des PhD en tout cas en général. Et peut-être que ça me désavantage dans le référencement, parce que la polémique, ça marche, ça cartonne plus. Mais j'essaye toujours de rester un peu à la marge de cette vague de négativité un peu exacerbée. Il faut être réaliste, tu sais, on en a parlé, il y a des points négatifs, il y a des gens, tu sais, il y a des cas particuliers, il y a des institutions qui ont des cultures qui sont moins désirables, etc. Généraliser, c'est jamais bon, mais on le sait, les réseaux amplifient ce qui est négatif, et une des choses aujourd'hui de cette conversation que j'apprécie énormément, c'est de montrer que, eh bien non, il y a deux faces à la médaille, et on peut vouloir, et c'est correct, et ça peut être épanouissant personnellement et professionnellement, de se dire, non, moi, c'est dans l'académique. Et même Mathilde, elle a plongé dans la piscine du privé, dans l'étang du privé, et elle a compris, oui, j'utilisais mes compétences, mais non, c'est pas une culture où je m'épanouis et où je veux rester, je veux retourner dans l'académique. Maintenant, ce que je trouve qui est important et qui est clair dans ton trajet, en tout cas à mon avis, c'est que, étant donné que le chemin n'est pas tout tracé pour chacun, il faut mettre les mains sur le volant et prendre des décisions et commencer à poser des actions pour créer ce trajet d'épanouissement et de développement. Tu sais, je te souhaite que ton projet de startup marche et que tu puisses maintenant non seulement être dans l'académique, mais être dans l'entrepreneuriat adjacent académique. Ce serait vraiment génial pour toi, et je trouve que c'est c'est potentiellement très inspirant pour ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent. Donc, ce que je garde vraiment aujourd'hui, c'est ce petit un certain chaud au cœur de voir que ça va bien, que ça va très bien, que tu vois ton avenir et tu fais tout ce que tu peux pour qu'il se matérialise de la façon que tu le veux. Et je pense que ça, c'est la limite de ce qu'on peut faire. Mais il faut le faire. Il faut mettre du travail, dans ton cas, du réseautage, bien dans la thèse, donc une présence en ligne qui n'était pas juste académique, juste scientifique. Après aussi, un effort de garder des liens. Donc, cet épisode intéressant de oui, je suis dans le privé, mais je vais à une conférence et donc je garde mes liens. C'est tout du travail que tu as fait de maintenir des ponts ou de bâtir des ponts qui finalement ont fini par te servir et qui t'ont amené où tu es aujourd'hui. En tout cas, je ne sais pas si tu sens que j'ai fait un bon résumé de cette conversation et si je suis à côté de la plaque, mais moi, c'est ce que je ressens et j'en suis très, très content. Et après, personnellement, je suis content pour toi, je vois ton sourire et je t'ai vu à des moments ou en tout cas, je t'ai lu aussi à des moments où ça allait pas bien, et en tout cas, c'est très, 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 très réconfortant et en tout cas, de te voir aujourd'hui rayonnante comme ça. Bah, c'est gentil. Après, comme tu l'as dit, hein, rien n'est tracé. L'académique, c'est compliqué. C'est pas parce que j'ai créé bien dans ma thèse ou que j'ai une présence sur les réseaux que ça veut dire que ça va forcément marcher pour moi. Parce que forcément, tout ce temps en thèse où j'avais ces œillères, bah, j'ai pas préparé mon dossier comme j'aurais dû pour quelqu'un qui veut continuer dans l'académique. Donc là, actuellement, j'ai un dossier. Bah, malheureusement, je manque encore de publications, etc. Donc, c'est pour ça que là, je dois beaucoup travailler en ce moment là-dessus pour rattraper mon retard et être compétitive pour le concours. Donc, c'est pas non plus facile. Mais dans tous les cas, je me sens droit dans mes bottes, je me sens à ma place et je me sens soutenue. Et en fait, pour moi, c'est ce qui est le plus important, c'est d'être dans un endroit où on sait qu'on se sent bien et qu'on se sent utile. Mm-hmm. Et moi, personnellement, c'est ce qui me convient au quotidien, quoi. C'est vraiment de me sentir bien là où je suis dans mon travail. Parce que je ne pourrais pas faire un travail où tous les jours je me sens pas bien, ou je sais pas, j'y arriverai pas. Moi, je sais que des gens y arrivent. Moi, c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire.
Et pour rebondir, si je puis me permettre, sur ce que tu disais tout à l'heure sur la présence en ligne et tout, sur beaucoup de négativité, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi en ce moment. Tu sais, moi, bien dans ma thèse, au début, on m'a beaucoup reproché d'être trop positive par rapport au doctorat et que en étant trop positive, ça faisait taire les difficultés, etc. C'est sûr que à l'époque, quand j'avais pas créé de Discord, etc., j'avais pas encore connaissance de tous les types de thèses qu'il y avait et de toutes les difficultés qu'il y avait, par exemple les SHS, etc., par rapport aux sciences dures. Et donc, depuis, j'ai beaucoup nuancé mes propos. Néanmoins, je suis d'accord avec toi qu'en ce moment, il y a vraiment un discours de vous faites une thèse, bah, il faut absolument aller dans le privé parce que sinon ça sert à rien. Ou même en fait, la thèse, ça sert à rien. Et je trouve qu'en ce moment, il y a beaucoup ça et en fait, c'est pas ça qui va nous aider à valoriser le doctorat. Et je déplore un peu les gens qu'on voit beaucoup parler sur LinkedIn, etc. Voilà. Après, bien dans ma thèse, bah, vu que j'avais les choses à gérer de mon côté, parce que là, mon deuxième post-doctorat, je l'ai commencé qu'il y a seulement quelques mois. Donc voilà, j'étais pas trop présente, etc. Mais je voudrais être un peu plus présente pour essayer de nuancer ces propos parce que, en fait, si on donne une image trop négative de l'académique en général, bah déjà de un, on n'aidera pas à améliorer ce qui s'y passe à l'intérieur, et de deux, si les gens ils voient l'académique comme quelque chose de négatif, comme ils voient le doctorat comme quelque chose de négatif, eh ben jamais on ira vers le mieux, quoi. Après, il faut quand même, on est quand même dans des places où et on l'a dit, les conditions peuvent être améliorées, le statut de doctorant, le statut de postdoc il y a de la place à des améliorations, ça, il faut quand même le dire. Ah oui. Mais après, par exemple, des expériences très négatives de doctorat, ben moi, si on en parle ouvertement sans généraliser, ben, moi, j'imagine qu'un jour, ça fera que les institutions vont se dire, bon, ben, il y a certains types de mentors qu'on va essayer de ne pas embaucher parce que ils ont un curriculum de broyer, comme on disait, des élèves Exactement. et ça, c'est comme on disait, il faut pas généraliser. On peut, bien sûr, l'académique a sa place. Toute la recherche et développement ne peut pas être à la solde du privé et des priorités financières, etc. Il y a de la recherche qu'il faut qu'il soit fondamentale et qu'il soit faite dans les universités parce que ça va prendre 10 ans à avoir notre réponse et 10 ans, ça ne marche pas dans le privé. Et comme personne qui évolue dans un trajet académique, il faut mettre les mains sur son volant et décider consciemment où je veux aller, ne pas juste se laisser mener par le trafic, parce qu'après ça nous amène à des places où on est aigri, on se sent pas valorisé, on se sent transparent et invisible, etc., etc. Et ça, je pense que tu le personnifies très bien dans tout ce que tu as fait, c'est de se dire j'ai les mains sur le volant et je décide ici je sors de l'autoroute et je fais d'autres choses, et là je rentre dans l'autoroute. Il y a une part étant donné que le doctorat versus être avocat ou être ingénieur, c'est pas un terme qui définit très bien c'est quoi tes capacités, tes compétences. Le doctorat, c'est quelque chose de très vaste. Il faut que chacun de nous prenne en main comment me présenter, quel réseau créer autour de moi, où je veux aller, où est-ce que je veux être présent et comment raconter ce que j'ai fait pour que les gens autour de moi, que ce soit dans l'académique ou en dehors de l'académique, m'embauchent, m'apprécient et veulent, comme tu disais, me tirer vers le haut. Et je pense qu'encore une fois, tu représentes tout ça très bien. Mathilde, avant de te remercier, de te demander si les personnes qui nous écoutent ont envie de te poser plus de questions sur ton histoire particulière, ou juste te dire merci. C'est où c'est la meilleure plateforme pour te rejoindre et te parler directement? Bah, vous pouvez ne pas hésiter à me contacter sur LinkedIn, hein. Je reçois régulièrement des messages dessus. Ou sur l'Instagram de Bien dans ma thèse, voilà, n'hésitez pas, hein. De toute façon, je serai toujours ravie de pouvoir échanger, aider, conseiller, enfin conseiller. Je n'ai pas la parole absolue, mais si je peux rediriger ou vous donner une autre des idées, ce genre de choses, des personnes à contacter, voilà, avec grand plaisir, quoi. Là, il y a une question qui vient de rentrer et je pense que ça va être notre question de la fin si c'est OK pour toi.
c'est une question par rapport au système français qui est quel type de concours sont nécessaires pour obtenir un poste de maître de conférence en France? Parce que moi, ça, je ne m'y connais pas du tout. En France, il n'y a pas que maître de conférence. Donc, vous avez deux postes de recherche, entre guillemets, différents. C'est soit maître de conférence ou soit chercheur. Maître de conférence, la différence, c'est que vous êtes tenu de réaliser une charge d'enseignement non négligeable. Donc, normalement, c'est 50% d'enseignement et 50% de recherche. Dans la réalité, vous faites beaucoup d'enseignement et donc forcément, votre temps de recherche est amoindri. Et l'autre concours, donc moi, celui que j'aimerais faire, c'est le concours chercheur, où là, on n'est pas tenu de faire de l'enseignement. Et donc, on appartient aux institutions que sont l'INSERM, le CNRS ou l'INRIA, par exemple. Et là, on peut nous demander de faire des petits cours à droite, à gauche, 15 heures par-ci, 15 heures par-là. Mais on n'est pas obligé de faire moitié du temps de l'enseignement. Donc, c'est ça les deux grandes différences. Et donc, forcément, c'est pas les mêmes attentes qui sont demandées lorsque vous passez le concours. Maintenant, peut-être vraiment pour une espèce de petit mot de la fin. Donc, toi, tu as ton trajet que tu connais, mais bon, tu as eu la personne que tu encadrais quand tu étais dans la start-up. Tu es aussi en contact avec la communauté des doctorants, doctorantes par le Discord, etc. Donc, j'imagine aussi que je suis sûr que tu sais un peu, tu connais qu'est-ce qui stresse, qu'est-ce qui donne de l'anxiété à cette communauté-là. Ce serait quoi, après toute cette conversation et qui parle de ton trajet particulier, ce serait quoi un mot de motivation et d'encouragement pour la fin de l'épisode que tu aurais à partager avec eux? Tu es quelqu'un qui est en fin de doc, disons, et qui est un peu perdu. Bah, vraiment, je pense que le plus important à mes yeux aujourd'hui, c'est de réussir à se poser et de réfléchir à ce qu'on veut vraiment faire, mais nous, et sans se laisser influencer par les autres. C'est-à-dire, si tout le monde autour de vous dit ouais, l'académique, c'est trop chiant ou le privé, blablabla. Vraiment, des fois, on peut être trop influencé par notre entourage, par ce qu'on voit au laboratoire, etc. Et donc, on va se mettre des œillères et se fermer des portes nous-mêmes. Voilà, il faut vraiment prendre le temps tout seul de réfléchir à ce qu'on veut. Et aussi, c'est pas parce que vous avez fait une thèse et que vous avez fait autant d'années d'études que vous êtes forcément obligé de faire un métier qui a de la haute valeur au niveau sociétal. Si après la thèse, vous voulez faire totalement autre chose ou monter votre petit business ou reprendre des études, vous faites ce que vous voulez, mais en fait, il faut prendre ce temps de réfléchir à ça sans se laisser influencer par les autres ou par les mentors. Et ça, c'est compliqué. Mais c'est précieux, je pense. Donc, l'introspection est un peu dans le thème de tenir le guidon de son vélo et de décider où on va. Merveilleux. Mathilde, merci énormément. Merci à toi, David. Je suis encore une fois très, très content d'avoir pu te reparler. Surtout de voir l'énergie que tu apportes. C'est vraiment inspirant. Et je suis sûr que cet échange va être inspirant pour l'auditoire. Déjà, on le voit par les réactions des gens qui ont été avec nous ici en direct. C'est un grand plaisir. Je te souhaite tout le succès avec ton postdoc et avec ton concours et avec aussi le projet Startup. D'ailleurs, je vais essayer de rester en contact avec toi, voir comment ça se passe. Mais c'est ça, beaucoup de succès pour tout. Et merci de continuer à avoir à cœur cette communauté qui a besoin de ces conversations, moi, je pense. Oui, je pense aussi. Merci à toi, David. Et bien sûr, on reste en contact pour un épisode 3. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Au-delà de la thèse avec Papa PhD. Cette semaine, le retour de Mathilde Maillard de Bien dans ma thèse. Si tu aimerais parler directement avec moi comme Mathilde l'a fait, tu peux maintenant le faire sur skool.com/papaphd, une communauté que je viens de créer et à laquelle, en ce moment, tu peux adhérer gratuitement. Tu auras l'occasion de me poser tes questions, tu auras accès à des cours exclusifs et à une communauté de gens comme toi qui cherchent à trouver les meilleures pratiques pour naviguer leur transition vers le monde du travail après leur doctorat. On t'attend sur skool.com/papaphd. À bientôt!